Bonjour à tous. J'ai envie de dire d'emblée, Madame Ederle venait faire de l'expertise devant la cour d'assises parce que ça peut, en termes de restitution et sur le travail d'explication que vous avez fourni, vous avez d'ores et déjà toutes les clés pour expliquer le mécanisme et le mécanisme fonctionnel de certains de mes clients. Hein. J'utilise délibérément terminologie. Certains patients pour vous, en tout cas sujets pour vous, qui sont effectivement les clients de leurs avocats et qui interviennent devant la cour d'assises. Alors, je ne sais pas si vous parlez de la cour d'assises parce que depuis ce matin, j'entends dire que la cour d'assises, c'est un barnum judiciaire. Bon, on a bien compris qu'il y a l'agacement des médias et on a bien compris qu'on est tous agacés par les médias. Et j'aurais tendance à dire, et je vais couper immédiatement le son et l'image, ce qui nous permet de couper le son et l'image quand on est président de cour d'assises, c'est notre rituel judiciaire, c'est le code de procédure pénale, c'est l'accès réservé aux médias sur la salle d'audience. Après, ce qui peut se dire à l'extérieur d'une salle d'audience, sous le feu des caméras, ça n'intéresse pas beaucoup le président. Et d'ailleurs, si vous regardez de manière objective les comptes rendus, souvent les avocats parlent, finalement de moins en moins les procureurs généraux s'expriment ou les avocats généraux s'expriment. Ils le font parfois sur certaines affaires très médiatiques, mais ce n'est pas si souvent que ça en matière criminelle. Donc finalement, les présidents que nous sommes, nous ne communiquons pas. Notre terrain d'activité, c'est la cour d'assises. J'ai entendu que la cour d'assises, là encore ce matin, c'était un lieu d'humiliation. C'est un peu dur, hein, c'est vrai que moi je viens pour défendre une juridiction qui est la mienne à l'heure actuelle, hein, qui correspond aux fonctions qui m'ont été confiées par le premier président. Je ne vous dirai pas que ça n'existe pas. Oui, il y a des humiliations, mais en même temps, vous voyez que dans le cadre des échanges qu'on peut avoir, il y a avant toute chose une question de responsabilité du président, de responsabilité de l'avocat général, d'assurer la police de l'audience, et au travers d'un certain nombre de mécanismes et de règles, on peut s'assurer effectivement du maintien de la sérénité des débats, même si de temps en temps, quelques petits pics, on a quelques petites réflexions qui effectivement sont parfois difficiles à maîtriser et qui pourraient nous faire sortir de nos gonds. Moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la cour d'assises, c'est un lieu d'humanité. Je vais rejoindre ce que vous disiez. C'est un lieu d'humilité. Et c'est un lieu où vont s'exprimer d'abord d'énormes souffrances, d'énormes angoisses, d'énormes peurs. On a reconnu hein, derrière ces mots qui a peur, qui souffre. Et en général, ce sont aussi bien les victimes, les parties civiles dans le cadre de la procédure, certaines victimes d'ailleurs qui ne se constituent pas parties civiles et qui sont pourtant là à l'audience et qui vont faire des dépositions en qualité de témoins. Et elles aussi, elles sont à prendre en compte. Elles sont tout aussi respectables. Elles peuvent, jusqu'à l'issue des débats d'ailleurs, se constituer. Donc elles peuvent, dans cette instance juridictionnelle, connaître une évolution et une modification de leur statut. Et puis, il y a notre accusé. L'accusé, lorsqu'il arrive, avec un dossier. Et effectivement, il arrive avec un parcours judiciaire déjà bien entamé, déjà bien expérimenté. Et ça n'est pas parce qu'on comparaît devant la cour d'assises que les choses sont figées. Et on verra que cette cour d'assises, elle ressemble à aucune autre juridiction. Parce que, finalement, c'est une juridiction hors norme. Elle a ses propres règles de jeu. Des règles qui, finalement, sont différentes de celles des juridictions pénales. Parce que, bien heureux celui qui essaiera, effectivement, de faire une assimilation avec ce qui se passe devant le tribunal correctionnel, c'est pas vrai. Ça marche pas de la même manière. Le tribunal de police non plus. Elle se rapproche de manière assez naturelle du tribunal pour enfants. Moi, c'est vrai que si j'avais un modèle et une modélisation de ces deux juridictions à présenter, j'attaquerais d'abord par le tribunal pour enfants parce que dans sa composition particulière, dans l'échelonnage, le fait qu'on statue avec des magistrats non professionnels, et dans son fonctionnement global, elle ressemble effectivement à ce tribunal pour enfants. Le président des assises, il a un rôle extrêmement particulier parce qu'il est à la fois président de la commission, il est aussi magistrat instructeur. Il redevient magistrat instructeur.
C'est vrai que quand on m'a proposé la thématique d'intervention sur l'expert aux assises et la déposition de l'expert aux assises, j'ai trouvé ça un peu réducteur. Parce que je me suis dit, par quel bout je vais essayer d'attraper finalement le schéma, cette continuité dynamique du fonctionnement d'une cour d'assises. C'est vrai que quand on regarde l'intitulé d'intervention, on a l'impression immédiatement que tout est figé. C'est le moment où l'expert va effectivement, muni de sa convocation, ou pas d'ailleurs, selon ses habitudes, il va préalablement négocier avec le greffe son jour et heure de présentation, et puis il va pénétrer dans la salle d'audience, il va signaler auprès d'un huissier audiencier. Le plus souvent, il entame une relecture de ses notes. Je les vois dans la salle d'audience lorsqu'ils arrivent. Et puis, ils vont être appelés à la barre pour y déposer après avoir prêté serment. Et là, on a bien compris que les angoisses chez les experts, elles sont fortes. Certains experts vont apprécier l'exercice, on les voit effectivement habitués des salles d'assises, d'autres beaucoup moins. Surtout quand, et vous l'avez bien compris, il s'agit de subir le feu nourri des questions qui vont être posées parfois par les présidents. On essaye de se faire comprendre, mais ce n'est pas toujours simple. On essaye de poser les questions qui pourraient donner un fil directeur ensuite à nos jurés pour pouvoir travailler avec eux, parce que nos questions, elles sont forcément stratégiques. Et puis, il y a les questions des parties civiles, des avocats de parties civiles, de l'avocat général, qui lui aussi poursuit une mission dans cet espace dimensionnel qu'est la cour d'assises, qui est d'asseoir et d'étayer la poursuite et le bien fondé de la poursuite qui a été engagée initialement. Donc forcément, on n'a pas tous les mêmes enjeux, on ne poursuit pas tous les mêmes objectifs. Puisque, bien évidemment, l'avocat général, on ne le retrouvera pas dans les redoutés et redoutables avocats de la défense. Et là, les questions, elles sont vraiment redoutées. Et parfois redoutables. Parfois redoutables parce que on a affaire à un processus de déposition orale à l'audience et que ces règles d'oralité des débats, eh bien, elles vont conditionner effectivement la façon dont on va recevoir le message. Et surtout, la façon dont le juré va, lui, comprendre ce que nous dit l'expert. Alors, c'est vrai que si je commençais par ce qui se passe à l'audience, j'aurais tout faux. Parce que la rencontre avec l'expert, dans un premier temps, et pour moi, la rencontre avec l'expert pénal, c'est d'abord une rencontre avec un dossier. Et ça commence par là. Ça commence par un travail préparatoire et vous allez voir que ça a nécessairement une incidence après derrière sur la façon dont on va diriger nos débats, la façon dont on va construire notre audience. Si je prends l'expertise psychiatrique et le dossier, là encore, je vais utiliser une terminologie au singulier et du coup, on va complètement appauvrir les débats parce qu'à ce moment-là, on peut se dire il existe en réalité un dossier type, le dossier criminel, il a son formatage, il a toujours une expertise psychiatrique, il a toujours une expertise psychologique, il a toujours un PV de mise en examen, il a commencé par une enquête sous le contrôle du procureur de la République, et finalement, ils se ressemblent tous. Non, heureusement que la cour d'assises, c'est pas ça, parce que sinon, je pense qu'on ferait ça 2 ans, et qu'au bout de 2 ans, on dirait, je demande effectivement à rejoindre une autre chambre que celle-là. Chaque dossier a une structure, chaque accusé a un mode de fonctionnement, et ils ne sont jamais pareils. On n'arrive jamais de la même façon et ce dossier n'est jamais construit de la même manière puisque forcément le dossier est construit sur une base de faits reconnus, il n'est pas travaillé de la même manière qu'un dossier qui va forcément s'attacher à établir la réalité de faits susceptibles d'être poursuivis contre cet accusé. Et bien évidemment, on va impulser nécessairement, au travers de la façon dont on va le travailler, on va impulser des mécanismes propres à ce dossier qui vont effectivement ensuite permettre au président des assises de pouvoir construire cette audience. Façonné par le travail d'un juge d'instruction, façonné par le ministère public avant lui, façonné par le concours des deux, parce que le ministère public a sa place dans le temps de l'instruction, parce que les avocats ont leur place dans le temps de l'instruction et que le dossier comporte également non seulement les pièces de procédure habituelles, mais aussi toute une série de courriers, voire effectivement de mémoires à l'appui d'un certain nombre de demandes qui seront ensuite discutées devant la cour d'assises et qui nous permettent parfois de travailler stratégiquement là aussi le dossier
lorsque l'on sait qu'effectivement, telle analyse d'un expert psychiatre va faire l'objet d'une grande discussion ou d'une discussion plus importante parce qu'elle l'a déjà été par la voie du mémoire. Et ça n'est pas parce que le problème aura été tranché par une chambre de l'instruction que pour autant le débat ne reviendra pas devant la cour d'assises. Parce que l'oralité des débats le permet. Et que les portes ne sont pas forcément si fermées qu'elles le sont. Moi, j'entendais tout à l'heure le procureur général dans son propos liminaire qui disait que finalement, aujourd'hui, la cour d'assises ne connaît plus du contentieux de l'irresponsabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce contentieux de l'irresponsabilité, en principe, il est tranché avant par la chambre de l'instruction. Sauf que 349 du Code de procédure pénale permet à tout moment, dans le cadre d'une procédure devant la cour d'assises, de réintroduire des questions, et un avocat peut parfaitement réintroduire la question de l'abolition éventuelle devant une cour d'assises. Donc je ne suis pas sûre que ce débat-là soit finalement complètement sorti et purgé lorsque, effectivement, on préside une cour d'assises. On risque de le voir revenir par le mécanisme très simple d'une demande écrite de l'avocat, qui, à ce moment-là, va nous soumettre effectivement la nécessité de poser cette question. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 349 dit qu'à partir du moment où le mémoire est déposé, à partir du moment où une demande écrite est formulée, le président devra poser la question. Donc, elle fera partie intégrante du débat, ou alors il devra y répondre de manière contentieuse, avec derrière des risques, bien évidemment, de cassation. Ce qui est sûr, c'est que quand on ouvre un dossier criminel et qu'on commence à le travailler, on va effectivement voir que la nature des faits, les circonstances de leur révélation, le choix des services enquêteurs vont influencer le travail d'élaboration et de construction du dossier du magistrat instructeur. Parfois même, d'ailleurs, le parcours professionnel d'un magistrat ou des magistrats qui interviennent, parce que ça a aussi son importance. On hérite parfois de dossiers qui ont connu des translations judiciaires avec moult juges d'instruction qui se sont succédés et qui n'ont pas forcément toujours poursuivi dans la même direction la procédure. Et c'est vrai que ça peut effectivement amener à des choses compliquées à l'audience, et ça peut avoir une incidence effectivement là aussi sur le produit fini qui arrivera finalement devant la cour d'assises. Ce qui est sûr, c'est qu'un ancien juge des enfants qui est devenu juge d'instruction, forcément, on va se rendre compte, et je l'observe sur la cour d'assises sur les cours d'assises de la cour d'appel de Dijon, à des choses très différentes. En fonction de ses parcours professionnels, on a des constructions très académiques, très militaires, très stratégiques, très fermées, et puis des constructions qui, par les juges d'instruction, vont nous permettre d'appréhender effectivement énormément d'informations sur les éléments de personnalité, sur la personnalité du ou des auteurs, et les considérer effectivement comme particulièrement utiles pour la manifestation de la vérité. On aura parfois une multitude d'antécédents et d'informations sur la notion d'antécédent qui ne se traduisent pas forcément par un casier judiciaire, parce que le casier judiciaire, on sait très bien qu'il n'est pas fondamentalement toujours le reflet de la totalité du parcours d'un individu, bien au contraire. Et c'est vrai qu'on va avoir déjà à faire le point lorsqu'on consulte ce dossier sur ces éléments-là. De la même manière, la complexité et la personnalité d'un accusé, au regard des faits qui ont été perpétrés, ça peut conduire un juge d'instruction, parfois, à établir des choix stratégiques, quasi stratégiques, notamment sur le choix du ou des experts qui va intervenir, voire de tandems d'experts qui sont susceptibles de travailler de concert. Ça, c'est vrai que ça a aussi une incidence sur la façon dont on va percevoir et ensuite restituer le travail de l'expert. J'évoque ce point-là, mais vraiment en filigrane. On a des sujets qui sont très particuliers, qui sont notamment les infanticides, les bébés secoués. Là-dessus, on aura effectivement des experts qui ont déjà été amenés à travailler sur ces thématiques et qui sont particulièrement sensibilisés à ces thématiques et effectivement qui auront à cœur de nous renseigner sur ces problématiques particulières. Je parle de choix stratégiques pour le juge d'instruction. Bien évidemment, j'y mets une parenthèse immédiate. C'est pour autant que la pénurie de nos experts inscrits sur les listes des cours d'appel et la maîtrise des coûts des mesures qui sont prescrites ne nous confrontent pas aujourd'hui à des choix qui n'en sont plus. Parce que c'est aussi une réalité. Et c'est une réalité de se dire qu'aujourd'hui, on nous demande
de plus en plus à être dans cette maîtrise des frais de justice, et donc la nécessité de fonctionner de la manière la plus efficace possible et la moins coûteuse possible. Ça ne justifie pas les 45 € de rétrocession lorsque l'expert vient déposer aux assises, d'ailleurs qu'il vienne physiquement et qu'il fasse un déplacement ou qu'il dépose voie de la visioconférence, on l'évoquait entre midi et 2 avec le docteur Guichert. Le premier travail donc, du président de cour d'assises, vous avez compris, c'est d'éplucher, décortiquer et déconstruire finalement le dossier qui lui est soumis. Il va le reconstruire et le refaçonner pour le présenter à l'audience. Il va l'analyser aussi bien au regard du fond que de la forme. Et concernant l'expertise psychiatrique, au-delà de la lecture en fait, et de l'appréhension des réponses qui vont être apportées par l'expert à des questions qui sont contenues dans les missions type et qui répondent aux exigences du Code de procédure pénale, on va se rendre compte qu'on va s'intéresser à la façon dont elle a été réalisée. Si elle est réalisée dans des locaux de garde à vue, ou à l'occasion d'un séjour en établissement pénitentiaire, ou même à l'hôpital, ou même ce qu'on peut voir parfois dans un palais de justice, juste avant ou immédiatement après un interrogatoire qui a été réalisé par le juge d'instruction ou une mesure de confrontation, on n'aura pas le même résultat. Nécessairement, le travail de l'expertise et de l'expert n'est pas différent. Mais l'état d'esprit du mis en examen à ce stade-là de la procédure, lui, il peut l'être. Et on ne va pas forcément avoir le même relationnel, même si le docteur Purcell-François disait tout à l'heure qu'elle était assez ravie de constater que finalement ils arrivaient assez facilement à entrer dans la relation avec l'expert. C'est heureux, mais c'est vrai que ce sont des sujets qui reviennent derrière dans l'audience de la cour d'assises. Et vous verrez qu'effectivement, ce sont des sujets qui vont rapidement revenir à la discussion, plus que finalement le fond de l'expertise lui-même. C'est vrai que la durée de l'entretien, ça va avoir son importance. Du point de vue du non-initié, du point de vue du mis en examen, du point de vue de son conseil, on pourra très bien effectivement avoir une perception d'un travail bâclé, à peine abordé, rester à la surface des choses. Et puis, vous l'évoquiez, Maître Petit, sur un travail de réécriture a posteriori, avec toute la subjectivité qui peut intervenir, avec après derrière, et c'est sans pénaliser le travail de l'expert, mais le risque effectivement d'oubli dans la restitution, ou peut-être de ne pas avoir été suffisamment attentif à un propos qui, pour autant, lorsqu'il est prononcé devant la cour d'assises, au moment des explications ou au moment du débat contradictoire devant la cour d'assises, peut là aussi effectivement avoir son importance. Moi, je ne porte pas de regard critique sur la durée d'un entretien, parce que ça relève de la pratique professionnelle de chacun, et notamment de nos experts. Mais c'est vrai que c'est bien quand c'est consigné directement dans le rapport. C'est bien quand c'est indiqué, parce que ça nous permet effectivement d'anticiper sur un certain nombre de questions qui pourront être posées, voire même d'ailleurs d'anticiper sur certaines critiques qui pourront être élevées ou débats qui peuvent être élevés. Et c'est vrai que si on a des conditions d'expertise qui manifestement sont satisfaisantes, telles qu'elles sont restituées par le contenu même de ce rapport, et qui reviennent en discussion après derrière sur des choses complètement tronquées ou qui ne sont que des contre-vérités, on aura effectivement à ce moment-là, dans le cadre de la police de l'audience, la possibilité de cadrer le débat et de revenir sur le fond, plus que de débattre de la forme. On a entendu ce matin parler du problème de communication de pièces, notamment M. Vion qui évoquait la possibilité de communiquer ces pièces. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de règles et qu'il y a des différentes pratiques. Moi, ce que j'observe, c'est que pas de communication de pièces du tout dans le dossier, c'est pas bon. Ce que j'observe aussi, c'est trop de communication de pièces, c'est-à-dire un CD-ROM fourni à l'expert au moment où il intervient, parce que forcément, au moment où il interviendra ensuite devant la cour d'assises, il se sera passé beaucoup de choses et il n'aura pas eu accès à ces informations-là. Ça peut rendre effectivement l'exercice extrêmement paradoxal et même compliqué. Et puis surtout, c'est totalement décourageant. Enfin, j'ai le souvenir de quelques grosses procédures
qui, pour certaines d'entre elles, ont mis plus de 30 années d'enquête avant de parvenir à une audience de jugement devant la cour d'assises, avec 7 juges d'instruction qui se sont succédés. Autant vous dire que l'expert qui est désigné relativement proche et désigné par le dernier magistrat instructeur, je ne suis pas sûre qu'il ait, lui, eu le courage de reprendre la totalité des éléments de la procédure, des 4000 ou 5000 cotes de ce CD-ROM, même si la dématérialisation nous permet effectivement de travailler de manière plus efficace. Moi, je pense sincèrement, hein, pour le pratiquer maintenant depuis presque 3 ans, que ça nécessite effectivement de sortir des stéréotypes, des missions stéréotypées, et ça nécessite de mettre, et ça ne commande pas pour le juge d'instruction, ça ne commande pas pour le magistrat qui ordonne la mesure d'expertise, de longues digressions, mais au moins donner les éléments clés à l'expert qui lui permettent d'assurer l'exercice de sa mission. Après, il y a 2 options qui se posent pour lui, à cet expert. Et là encore, moi, il ne m'appartient pas de venir contester et de critiquer. Lorsque des experts nous expliquent qu'ils ont réalisé la mission d'expertise sans prendre préalablement connaissance des pièces, parce qu'ils veulent être vierges de toute information dans le cadre de l'entretien initial et d'évaluation, ça me convient. Le tout, c'est qu'ils le disent et qu'ils l'écrivent. S'ils ont ensuite connaissance et prennent connaissance des pièces, ça ne me dérange pas non plus au moment de la rédaction du rapport. Là aussi, le tout, c'est qu'ils l'écrivent et qu'ils le disent. Et puis, s'ils ne l'écrivent pas et s'ils ne le disent pas, c'est vrai que ça va contrarier l'avocat, le redoutable et redouté avocat de la défense, parce que lui, il va s'élever et s'insurger contre ce manque de contradictoire le jour de l'audience. Mais c'est vrai que le contradictoire, il sera ensuite respecté par le fait qu'on pourra en débattre et qu'on devra d'ailleurs en débattre. Mais c'est vrai que si on n'a pas à le faire, et si on a déjà coupé l'herbe sous le pied de cette question-là, ça peut faciliter effectivement après derrière le travail d'une cour d'assises et ça peut lui permettre effectivement d'être dans ce qui constitue finalement son cœur de métier, c'est-à-dire la recherche d'une compréhension de ce qui s'est passé. Je suis désolée, mais je suis obligée de couper une partie de mon propos pour éviter des redondances par rapport à ce qui a été évoqué ce matin. C'est vrai que, je l'ai évoqué aussi, la consultation préalable du dossier, elle nous amène effectivement à prendre connaissance du contenu de l'expertise, sachant que l'expert, il intervient à un instant T du dossier. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des modifications après par la suite. Des modifications qui peuvent être simplement le changement d'axe de défense, c'est-à-dire que vous contestez les faits, vous arrivez devant une expertise effectivement qui est réalisée au moment de ces dénégations, et puis l'évolution faisant dans le dossier, le mis en examen évolue dans sa prise de position et défense. C'est vrai que je me suis retrouvée confrontée à des dossiers dans lesquels le juge d'instruction, là encore souvent par un souci d'économie et de rapidité et de nécessité d'être plus rapide dans le de sa procédure, va à un moment donné ne pas faire d'expertise complémentaire ou de nouvelle expertise. C'est vrai que cette question-là, elle va nécessairement avoir une influence sur ce qu'on va attendre de l'expert à l'audience. Parce que l'expert, lui, il arrive effectivement avec des informations qui est que le sujet qu'il a examiné nie les faits. Ça peut avoir une incidence sur certaines des réponses, notamment lorsqu'on les interroge sur le sentiment de culpabilité. Comment avoir un sentiment de culpabilité si vous n'avez pas commis les faits? Il n'y en a pas. Donc la réponse de l'expert à ce moment-là sera de dire prudemment, en l'état de ces déclarations, je ne peux pas me prononcer sur cette question. Et je pense que de toute façon, l'expert, il a tout à fait la possibilité de nous dire je ne peux pas répondre à cette question. Quitte à ce qu'ensuite, dans le cadre de l'oralité des débats devant la cour d'assises, cette question soit de nouveau débattue avec lui. Et on verra de quelle manière on peut réintroduire là aussi un plus grand contradictoire avec l'expert, pour autant que son agenda le permette.
Une deuxième option, dans cette hypothèse-là, quand il y a des changements d'axe de défense, la meilleure des solutions, c'est, le cas échéant, diligenter sur le fondement de 283 du Code de procédure pénale une nouvelle mesure d'expertise. La mesure d'expertise, elle peut être ordonnée par le président que je suis, lorsqu'effectivement, à la consultation du dossier, elle peut être faite avant l'ouverture de la procédure, elle peut être faite pendant l'ouverture de la procédure, elle peut être faite le premier jour. Et c'est vrai que ça peut effectivement garantir un peu plus de contradictoire et un peu plus de sérieux dans les demandes que l'on va former à cet expert, qui devra se prononcer effectivement sur un timing plus contraint et plus limité, mais éclairer son expertise, réactualiser son travail d'expertise, et qui sera à ce moment-là peut-être moins mis en difficulté lorsqu'il devra venir assurer sa déposition, puisque là, il aura effectivement des éléments de réactualisation prévus. Et puis, il y a une autre option qui est qu'effectivement, cette cour d'assises, et je l'ai dit, c'est l'oralité des débats. Ça veut dire de manière très simple que si l'expert, effectivement, dans son agenda, a la possibilité d'assister à une partie des débats ou d'assister, par exemple, à un interrogatoire d'accusé sur la personnalité, parce qu'on a concilié effectivement cet interrogatoire préalablement à la venue de l'expert et qu'on fait cette demande à l'expert, on peut très bien, sans avoir la lourdeur du rapport écrit, avoir la possibilité de réintégrer cette notion de contradictoire et d'inviter, sur la base des déclarations et de cet interrogatoire de personnalité d'un accusé, faire cheminer et travailler l'expert sur sa position ou sur les modifications éventuelles qu'il aurait à apporter à son rapport écrit, compte tenu des déclarations qui ont été faites par l'accusé. Donc vous voyez bien que la cour d'assises, elle n'est pas contrariée uniquement par le travail écrit, que les choses ne sont jamais figées et qu'elles peuvent parfaitement évoluer. Et puis elles peuvent évoluer parce que, je l'ai connu dernièrement, parce que des déclarations peuvent être nouvelles faites à l'audience. Ça, c'est le dernier point, et c'est un élément surprise pour le président. C'est pas toujours une bonne surprise d'ailleurs, hein, parce que quand vous travaillez avec une stratégie d'audience, c'est parfois compliqué de se rattraper et de se raccrocher à finalement une reconnaissance des faits en cours de débat, ou un positionnement effectivement qu'on n'attendait pas dans le dossier et qui effectivement nous oblige à reconsidérer la trame générale de notre travail. Donc il n'y a pas forcément que l'expert qui peut être déstabilisé à l'audience. Il faut qu'on en ait bien tous conscience. Le président, l'avocat général, on peut parfois être un petit peu pris de court, les uns et les autres, sur ces revirements de position. La question de l'abolition, je l'ai évoquée, on n'en parle plus. Le 349, on n'en parle plus. On en arrive effectivement à l'audience et l'expert psychiatre. Je vous ai parlé du contradictoire, je vous ai parlé de l'oralité. Je vous ai parlé de ce que l'audience de la cour d'assises, c'est d'abord un moment extrêmement vivant. Et c'est aussi un moment public. Bien évidemment, il y a les limites du huis clos, il y a les limites de la publicité restreinte avec les mineurs auteurs, mais c'est vrai que c'est un moment où il va falloir que tout le monde puisse s'exprimer. Alors, on n'est pas tous de bons orateurs. L'accusé, en général, il n'est pas forcément bon orateur, il peut l'être. Il peut être logoréique, parler pour ne rien dire. Là aussi, il peut nous ruiner complètement un planning d'audience sans jamais aborder véritablement les questions de fond et sans même d'ailleurs répondre à nos questions. C'est possible. Donc il n'y a pas que les experts qui sont contrariés et confrontés à ces difficultés. Ce qui est sûr, c'est que c'est un moment qui nous permet d'observer. Moi, je ne le vis jamais de manière pénalisante. C'est que c'est comme ça fait partie du jeu judiciaire et ça fait partie du jeu de la cour d'assises. Mais ça montre aussi que l'accusé, il a bien souvent du mal à tricher avec ce qu'il est. Et ça montre ce qu'il est. Et c'est finalement pas si mal que ça. Et c'est vrai que j'ai eu des experts qui ont été amenés effectivement à apporter en général des observations d'ajout, et qui sont d'ailleurs la plupart du temps rejoints par les avocats de la défense sur ce point, sur les difficultés qu'on peut avoir à contenir le dialogue ou le monologue d'un individu qui effectivement a du mal à parler du fond, mais va plus parler sur la forme. Je vous ai dit que le président d'audience, il a cette qualité particulière qui est que de coordonnateur et d'inspecteur des travaux finis, c'était la première étape de son travail,
il va revêtir et endosser celle du juge d'instruction. Et on refait l'instruction. Donc on a des pouvoirs nouveaux, des possibilités nouvelles, et on n'est pas limité. On n'est pas limité parce que pour l'instant, c'est le respect du contradictoire qui nous y autorise, et que là, pour le coup, dès lors que nous respectons effectivement la place de chacune des parties, eh bien, il n'y a pas de limite aux prérogatives de ce président, sous la réserve, bien évidemment, des frais de justice. Je le répète. La première décision importante que prend le président, et vous allez voir, ça nous ramène à nos experts, c'est la préparation en fait de son planning prévisionnel d'audience. J'ai voulu vous en parler parce que ça ressemble à de la cuisine et de l'analyse de la pratique, mais ça a son importance. Établir une cohérence de débat, ça suppose, et vous le comprenez assez rapidement, d'ordonner dans la mesure du possible le passage des témoins et des experts en fonction des différentes thématiques qu'on souhaite aborder. Et vous avez parfois dans des dossiers des thématiques compliquées qui se succèdent, aussi bien concernant les faits que concernant la personnalité. Et il va falloir effectivement arriver à séquencer et à ne pas tout mélanger. Ne pas tout mélanger parce que vous avez des jurés avec vous et que même si dans le cadre de la révision de la liste, on les sensibilise à chaque fois au travail judiciaire qui va être le leur et qu'on les rassure, parce que c'est le premier travail en révision de la liste des jurés, c'est d'abord de les rassurer et de leur dire, vous savez, ce qu'on va vous demander, ce n'est pas insurmontable. Ce qu'on va vous demander, c'est d'être à l'écoute. On va vous demander d'être particulièrement vigilant. On va vous demander d'être neutre. Enfin, quand on commence à rajouter toute cette liste-là et qu'on commence à leur dire tout ce qu'ils vont devoir faire, tout ce qu'ils vont devoir faire de manière collective, en général, là, vous les voyez blanchir. Et puis, quand on leur explique effectivement que ça ne sera pas forcément toujours dans un ordre linéaire, chronologique, cohérent. Alors là, vous les voyez ouvrir des grands yeux et vous prenez l'exemple du puzzle et vous leur dites, vous voyez, la cour d'assises et les débats à la cour d'assises, c'est comme un grand puzzle. Vous allez récupérer toutes les pièces et puis c'est seulement au stade du délibéré que vous serez amené, peut-être, effectivement, à pouvoir positionner toutes les pièces. Et puis vous verrez que ce puzzle, il est imparfait parce que la plupart du temps, le puzzle, il manque des pièces. Ça sera notre frustration. Donc on anticipe sur cette frustration et on les prévient en leur disant, vous savez, on n'aura pas forcément toutes les réponses. Donc la question du calage du planning avec l'agenda des experts, c'est effectivement un moment clé. Et c'est surtout en fait pour le président que je suis la plupart du temps un casse-tête. Parce que la pénurie de nos experts, en fait, conduit ces mêmes experts à entrer en contact direct la plupart du temps avec le greffe de la cour d'assises et vont proposer, voire imposer, leur jour et heure de déposition. Alors c'est vrai que je le dis ouvertement dans ce milieu médical, mais c'est vrai que c'est important de comprendre que parfois on oppose une résistance. J'essaye dans la mesure du possible, et mon collègue M. Brugère le fait également, de tenir compte des positionnements des experts. D'abord parce qu'en général, si on n'accède pas à leur demande, certains d'entre eux nous disent « bon, bah, ce sera une lecture et je ne viens pas », parce que je n'ai pas la possibilité de modifier. Donc c'est où on cède, où ils cèdent, mais voilà. C'est vrai que la déposition d'un expert psychiatre qui intervient dans le temps de l'examen des faits, après la déposition des témoins, d'un témoin qui, par exemple, découvreur d'une arme à feu, et juste avant celle du directeur d'enquête, les jurés en général ne comprennent pas. Et ils comprennent d'autant moins qu'on n'a pas encore abordé nécessairement la personnalité. Donc il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer, et c'est vrai que là, entre une lecture et ce type de déposition, ça n'apporte en général pas grand-chose. C'est vrai que quand on a la possibilité effectivement de garder cette cohérence, c'est quand même largement préférable. J'essaie d'aller le plus vite possible parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Non, mais on arrive à la fin. Ce qui est intéressant dans certains dossiers, c'est de confronter l'expert, je l'ai dit, à l'évolution des déclarations d'un accusé. Ça peut être aussi intéressant d'avoir une présence d'experts maintenue à disposition de la déposition d'un autre expert qui s'est positionné à un autre moment de la procédure. C'est parfois demandé par les avocats, c'est parfois demandé par le président lui-même. C'est vrai que ça peut avoir sa cohérence et son intérêt que de montrer que deux expertises qu'on a en apparence considérées effectivement comme contraires l'une par rapport à l'autre, ne le sont pas tant que ça.
Et c'est vrai que ça permet effectivement d'arriver à des points de convergence sur des éléments de personnalité qui peuvent effectivement derrière intéresser le travail qui sera celui du jury de jugement et qui sera de faire une déclaration de culpabilité s'il y a lieu et puis de se prononcer ensuite sur le choix d'une peine. Je voulais juste évoquer, et j'en ai presque terminé, le fait que on pose parfois des questions aux experts qui sont extrêmement compliquées et on en a conscience. J'ai le souvenir là d'un dossier, je l'évoquais tout à l'heure, un dossier où il aura fallu presque 30 années d'enquête pour parvenir effectivement à une décision définitive, puisque j'ai eu à statuer sur ce dossier-là dans le cadre d'un appel. Il se trouvait que l'accusé était malade et qu'il avait derrière lui 20 années de suivi pour schizophrénie, diagnostiquée depuis 20 ans. On s'est rendu compte en fait que le débat il s'est complètement déplacé pour l'expert, parce que pour l'expert qui a affaire à la révélation finalement d'un individu et une remontée d'antériorité de faits aussi importante, il ne pouvait que parvenir au même diagnostic que ses confrères, c'est-à-dire qu'effectivement, depuis 20 ans, il était suivi pour schizophrénie et il était schizophrène. Là, le travail de l'expert, c'était relativement simple. Il avait un dossier médical, il a apprécié des éléments et des pièces médicales de ses prédécesseurs et il arrivait ensuite de l'entretien à un même diagnostic, schizophrénie, plus ou moins stabilisé, selon effectivement le parcours de ce garçon. En réalité, le problème principal qui s'est posé pour l'expert, c'était celui de la datation de la décompensation schizophrénique première. Parce qu'en fait, tout ce qui intéressait finalement, pour les juristes que nous sommes, le débat, c'était de savoir si effectivement, au moment du passage à l'acte 30 ans plus tôt, cette schizophrénie avait déjà fait l'objet d'une décompensation, si la maladie était déjà là, si elle n'était qu'en germe, s'il y avait eu des épisodes antérieurs par rapport au passage à l'acte, parce qu'il se trouve que le garçon avait commis des faits graves d'ordre délictuel antérieurement, et si on pouvait rattacher cette altération possible de son discernement à ces premiers faits qui sont des faits qui font partie des antécédents, mais qui ne faisaient pas partie de l'objet du jugement que l'on avait à prononcer le concernant. Alors c'est vrai que l'un des experts, c'était Zaguri. On l'aura beaucoup cité aujourd'hui, mais ce n'était pas le seul. Il est intervenu avec 2 autres experts et ils se sont bien battus, tous, entre eux. Et le débat a été effectivement riche sur la difficulté pour le travail d'expertise de venir voir finalement, et je caricature, mais en 2018, un sujet qui souffre de schizophrénie depuis 20 ans, et d'essayer pour cet expert, dans une remontée d'antériorité, 30 ans plus tôt, de savoir s'il était déjà schizophrène, lorsqu'effectivement il y a eu ce passage à l'acte. C'est vrai qu'on marche sur des œufs et c'est pour ça que je maintiens qu'on fait preuve d'humilité et que dans ces cas-là, il est préférable de le dire. Parce que de toute façon, toute vérité est bonne à dire devant la cour d'assises, qu'elle soit partagée ou pas partagée, mais je pense que c'est important effectivement qu'on parvienne à chaque fois à expliquer la façon dans laquelle on est intervenu et la façon dont on a travaillé. Le dernier point, c'est la nécessité de contextualiser, et vous l'avez bien compris, la nécessité pour le président, c'est à un moment donné de ne pas laisser faire non plus l'expert et de le livrer complètement à l'hostilité ou à la déroute éventuelle des questions qu'il peut subir. Quand il est intervenu sur une expertise et qu'il est intervenu ensuite dans le cadre d'expertise complémentaire, c'est indispensable de le dire. J'ai vu des présidents d'assises qui n'énonçaient pas du tout le contexte dans lequel l'expert allait déposer et qui a laissé l'expert rendre compte de la totalité des missions qui sont les siennes sans forcément faire le lien sur les conditions dans lesquelles il est intervenu. Donc ça aussi, c'est de notre responsabilité judiciaire que de présenter à chaque fois et d'expliquer que l'expert vient déposer sur ce premier rapport en cote des machins, et puis ensuite de référencer toutes les autres interventions et les raisons pour lesquelles il a été sollicité, parce qu'on est là à ce moment-là pour expliquer pourquoi le juge d'instruction a fait le choix de le solliciter à nouveau
Et parfois, ils interviennent 2 fois, 3 fois. Ça peut arriver dans certains dossiers techniques. Je vais terminer par là où j'ai commencé, l'humiliation. La question de l'expert face aux avocats de la défense et la crainte d'être malmené. Oui, ça existe. Je ne veux pas vous dire que ça n'existe pas, ça existe. En même temps, les présidents que nous sommes malmenés. Les avocats généraux le sont. En général, d'ailleurs, l'agressivité se porte plus souvent sur l'avocat général que sur le président. Et le procureur de la République de dire on est là pour ça. Ouais, un petit peu en fait. Et puis c'est plus prudent. C'est plus prudent que de ne pas froisser effectivement le président des assises, qui de toute façon aura la charge du délibéré. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, que l'avocat de la défense a parfois effectivement intérêt à éviter d'aller trop loin avec son président. Ils peuvent ou ils ne peuvent pas. Ce qui est compliqué pour l'expert, c'est effectivement cette notion de vulgarisation d'une spécialité médicale et que la psychiatrie. C'est facile dans certains domaines d'activité d'expliquer, dans d'autres c'est épouvantablement et redoutablement difficile. Si on prend un exemple technique, le neurochirurgien qui doit vous expliquer ce que c'est qu'une rupture des veines ponts et comment ça a fonctionné sur un processus hémorragique, je ne suis pas sûre qu'à la lecture première du rapport, en général, j'ai tout compris. Je comprends globalement ce qui m'est dit, on fait un certain nombre de recherches, mais je me mets à la place de nos jurés, ça peut être extrêmement compliqué dans la terminologie, et si on en reste à la terminologie de l'écrit, d'avoir finalement une appréhension de ce qui a pu se passer. Donc il est indispensable pour l'expert de comprendre que le travail écrit qu'il a réalisé, ce n'est pas le travail oral qui lui sera demandé devant la cour d'assises. Cette vulgarisation, sans qu'elle méconnaisse sa spécialité, sans qu'elle méconnaisse ses qualités professionnelles, il doit impérativement réussir à apporter ses explications. Sinon, on passe à côté. Et sinon, on passe à côté au détriment de l'intérêt effectivement de la mission de juger et du fait que l'expertise, elle sert effectivement d'abord à apporter cet éclairage technique pour nous permettre ensuite de juger, de déclarer ou non responsable un individu, entièrement ou pas un accusé, et de le condamner et ensuite d'apprécier de sa dangerosité criminologique ou psychiatrique. Cette dangerosité, d'ailleurs, elle est pour lui-même, pour la société. Et au final, c'est la peine qui sera prononcée et les choix, effectivement, que l'on sera amené à entreprendre sur le prononcé ou pas d'un suivi socio-judiciaire. C'est vrai que si on a quelques recommandations, et je termine là, quelques recommandations ou écueils à éviter, ça va être quoi? Ça va être éviter de lire son rapport quand on vient déposer. Il vaut mieux une lecture et une relecture de notes. Et ensuite, il vaut mieux ne pas avoir été complet, exhaustif. Le président, lui, a le rapport et il a la possibilité, non pas de repêcher, mais simplement de poser des questions sur des points qui lui semblent importants et sur des points qui sont peut-être passés à côté de la mémoire de l'expert. Et puis, l'expert, il n'est pas universel. Quand il est intervenu 10 ans plus tôt ou quand il est intervenu 4 ans, 6 ans plus tôt, parce que ça arrive sur ces tranches-là de jugement, notamment quand on est en instance d'appel, eh ben, il n'y a pas de grief à lui reprocher. On peut comprendre effectivement que depuis 6 ans, il a eu d'autres missions d'expert et simplement essayer de le ramener sur le travail écrit et la restitution écrite qui avait été le sien. Il faut surtout rester dans son domaine de compétences et éviter de s'aventurer sur des aspects hasardeux qui n'ont pas été abordés par le rapport écrit, sauf à avoir été présent sur une partie des débats. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il a été présent sur une partie des débats, il peut effectivement se servir de ce qui a été entendu et écouté, le cas échéant, pour apporter alors, des nuances de réactualisation. Je vais appeler ça des nuances de réactualisation à rapport écrit. Il doit se préparer à reprendre d'emblée toutes les conditions objectives dans lesquelles il est intervenu et est intervenu les conditions de son expertise, je l'ai déjà dit. Et puis effectivement, lorsque l'expertise est argumentée sur le fond, il faut bien comprendre qu'il y a une question de théâtralisation finalement du procès pénal et que la défense pénale, oui, elle est là pour se situer effectivement sur le terrain sur lequel elle a prise. C'est-à-dire que s'il y a des problématiques de forme, eh bien, la première des missions de l'accusé et de son conseil, ce sera effectivement à un moment donné de discréditer peut-être une partie du
et de l'expert, sans le discréditer, simplement de remettre en cause sa pratique professionnelle sur des petites choses, mais sur des choses qui effectivement peuvent semer le doute dans la tête des gens. Et c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur non plus de cette critique et qu'il faut, ce point, faire confiance aussi au président des assises sur le fait que nous assurons effectivement cette police de l'audience et que nous ne sommes pas là effectivement pour nous mettre à dos. Bien au contraire, moi j'estime que c'est d'abord et avant toute chose un travail de collaboration. Et cette collaboration, elle nous permet effectivement d'avoir une meilleure compréhension du sujet et on espère la meilleure des décisions susceptibles d'être rendues par la Cour et le jury.